Ok, j'ai 20 minutes pour faire un tour complet de ce qu'on analyse en data marketing. Alors, je vais prendre l'exemple d'une offre qu'on lance là. On est le 6 août 2025. Donc l'offre, c'est un bootcamp IA axé pour les dirigeants qui veulent intégrer l'IA dans leur entreprise. Donc on a différents supports, mais le support principal, c'est une landing page qui est ici. Et on retrouve en fait, en général, deux grands ensembles, la partie campagne, qui se compose de pas mal de choses, je reviens dessus juste après, et la partie SEO. Donc vulgairement, on peut le séparer en deux. SEO, c'est de l'inbound, donc on fait venir les prospects à soi, et les campagnes, c'est de l'outbound, on va les chercher. Derrière le mot campagne, alors j'ai pas utilisé volontairement le mot SEA parce que derrière le mot campagne, il n'y a pas que de l'acquisition payante, il n'y a pas que de la publicité, il y a également par exemple des campagnes de communication auprès de notre réseau, donc on va envoyer des mails en direct, faire du cold phoning, du cold mailing, etc. Donc voilà, ce qu'on retrouve derrière le carré campagne, c'est vraiment tout ce qui est, on va chercher les clients là où ils sont et on communique en direct avec eux. Globalement, on retrouve trois phases. Dans la data, c'est toujours la même chose. On retrouve une strate, qui sont matérialisées par les strates avec les pointillés. On retrouve une strate qui est la phase de collecte des données. On retrouve une strate qui est la phase d'analyse des données. Et on retrouve une strate qui est la phase d'interprétation ou de data visualisation. Alors des fois, quand on est tout seul, notamment, la phase d'analyse, on chaîne la phase d'analyse et d'interprétation et on passe pas forcément par une phase de data visualisation. Quand on fait de la donnée, on a toujours ces trois phases et il faut toujours bien les séparer pour éviter de se mélanger les pinceaux. Je reviens sur mes histoires de SEO et de campagne. Donc SEO, c'est le référencement naturel, notamment sur Google, mais pas que. De plus en plus, on parle de GEO par exemple, ou de AIEO ou je sais pas quoi. Bon, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Peu importe, en tout cas, l'idée c'est que le client nous trouve de lui-même et qu'il vienne à nous. On va analyser des choses différentes et c'est important quand on est dans un process de data marketing, c'est important en amont de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut mesurer et pourquoi on veut le faire. Parce que trop souvent on met en place des outils qui, soit dit au passage, peuvent poser des problèmes de conformité, notamment par rapport au RGPD. Donc on met en place des outils, mais après derrière, s'il n'y a aucun suivi, s'il n'y a aucune mesure, ça ne sert pas à grand chose. Donc il est important de se poser la question en amont de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut analyser et de mettre les outils et de les paramétrer correctement parce qu'il n'y a pas un paramétrage universel. À chaque fois, il faut paramétrer en fonction de ses besoins et de le paramétrer par rapport à l'objectif qu'on se fixe. Là, en l'occurrence, pour reprendre cet exemple-là, moi, ce que je veux analyser, donc, c'est surtout mes performances de campagne, parce que le SEO, donc c'est une landing page, elle est orientée conversion, elle n'est pas orientée acquisition naturelle, même s'il y a des mots-clés, etc. On a fait un minimum d'efforts, mais c'est le minimum syndical. Ce qui va m'intéresser surtout que là, elle est en offre de lancement jusqu'à la fin de l'année 2025, donc on ne va pas avoir le temps et le recul nécessaire d'avoir une véritable stratégie SEO. Cela dit, pour avoir un tour complet, je vais en parler très rapidement. L'idée du SEO, finalement, qu'est-ce qu'on va traquer, qu'est-ce qu'on va collecter. L'outil de base du SEO, c'est la Search Console à mettre absolument. Il n'y a pas de données personnelles dans la Search Console. Après, ça reste Google, donc méfiance, mais il n'y a pas de données personnelles dans la Search Console, donc il n'y a pas de... le RGPD ne s'applique pas, donc on met en place la Search Console en paramétrant en fait, le nom de domaine auprès de Google, et ensuite on récupère des données d'acquisition qui sont assez classiques, qui ont cette tête-là, donc là en l'occurrence on vient de lancer le site, donc il n'y a pas grand-chose. Il y a d'autres sites qui permettent d'avoir des éléments notamment Check My SEO, qui permettent d'avoir des éléments d'audience, de performance d'audience. Ce qu'on va regarder à travers... Alors ça, c'est connecté directement avec la Search Console, hein, c'est juste visuellement différent. Mais ce qu'on va regarder avec la Search Console, c'est le nombre d'impressions, donc le nombre de personnes qui voient notre site, en fait, tout simplement. Le nombre de clics que ça génère, donc un taux de clic. Donc c'est la différence entre le nombre d'impressions et le nombre de clics, et ensuite la position moyenne sur les mots-clés sur lesquels on les a positionnés.
Donc c'est assez sommaire, mais ça permet déjà de voir les performances en SEO d'acquisition d'utilisateurs. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que c'est pas ce qui est important. Ce qu'on va utiliser énormément également pour la partie SEO, c'est SE Ranking, un outil comme SE Ranking, qui finalement est un équivalent de SEMrush ou ce genre de choses. L'idée là, c'est d'avoir des rapports beaucoup plus approfondis où on va pouvoir positionner un site selon certains mots-clés. Et on va pouvoir analyser à la fois le trafic qui est généré et surtout la position moyenne qu'on peut retrouver sur les différents mots-clés. Donc c'est des outils assez complets. Je vois que sur SE Ranking, il y a même donc l'AIO, ce dont je parlais tout à l'heure, le Artificial Intelligence Optimization, j'imagine. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent par rapport à ça. Alors là, en l'occurrence, je ne l'ai pas paramétré, mais cet outil nous donne pas mal d'éléments sur notamment quelques éléments issus de la Search Console ou d'analytics de performance, d'audience, mais également surtout ce qui va nous intéresser, c'est notre position par rapport aux mots-clés et notre position par rapport aux concurrents. Analyse de contenu, position, volume de recherche, etc. etc. Donc, on va retrouver dans le SEO de l'analyse, enfin, ce qui va nous intéresser, c'est de faire de l'analyse d'audience et d'acquisition, et c'est de faire aussi de l'analyse de comportement. L'analyse de comportement se fait notamment avec un outil qui s'appelle Clarity, qui est un outil gratuit de Microsoft. Alors, attention, en fonction de comment il est paramétré, il peut ne pas être conforme RGPD. Donc ça, pareil, je rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais Clarity, donc une fois qu'on l'a mis en place, une fois qu'on l'a installé, là je l'ai déjà fait, on a en fait une extension navigateur qui nous permet de regarder notamment 3 choses. Alors il y en a 2 qui vont nous intéresser à travers l'extension navigateur. La première chose, c'est les cartes de chaleur. Donc les cartes de chaleur, ça permet de savoir où est-ce que les gens cliquent. Donc là, je prends encore une fois un exemple où il n'y a pas beaucoup de trafic. Je peux prendre par exemple les 30 derniers jours. Et ça m'affiche directement sur le site à peu près où les gens cliquent. Donc là, les gens, alors c'est assez discret, hein, mais on voit que les gens cliquent majoritairement sur le scroller et pas sur le bouton. Donc là, on pourrait se poser la question de à quoi sert ce bouton. Je descends un peu. Alors là, on voit des fois qu'il y a des clics un peu random. Et voilà, on peut voir que les gens cliquent des fois sur les titres. Là, il n'y a pas de clics. Là, il y a des clics un peu ici. Il y a des clics, bon c'est léger, hein, mais il y a des clics sur les images. Et on peut voir, voilà, ce qui intéresse majoritairement les gens, préparation à la dynamique collective. Et on sent que les gens cliquent à peu près sur, voilà, au milieu. Ils ne cliquent pas ici, ils cliquent ici. Donc bien sûr, il ne faut pas oublier quand on met en place dans la phase de collecte de données, il ne faut pas oublier de paramétrer quelque chose qui est essentiel. C'est attention à exclure ce que je vais appeler l'interne. Exclure l'interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que quand je clique là, que ça ne le prenne pas en compte, sinon on va s'analyser soi-même, donc c'est pas cohérent. Un autre élément, donc là, la partie extension, elle est très utilisée pour la partie clic. On peut l'avoir en mode carte de chaleur, on peut l'avoir en mode zone. Là, on sent que les gens cliquent beaucoup plus à gauche qu'à droite. Voilà, là, il y a 5 clics, là, il n'y en a qu'un. Et en fait, ça nous découpe notre site par zone, ce qui est peut-être un peu plus visuel. Là, on ne sait pas exactement où les gens cliquent précisément, mais on sait dans quelle zone à peu près ils l'utilisent. Donc là, par exemple, sur ce calendrier-là, il n'y a que des clics sur le premier. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas assez de données. Et après, dans Clarity, dans l'interface de Microsoft, on va retrouver d'autres éléments. Donc là, en l'occurrence, c'est peut-être un peu plus précis, mais on va surtout retrouver l'analyse du scroll. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est le nombre de personnes qui atteignent le point. Donc là, en l'occurrence, on voit que à la moitié du scroll, en général, on regarde la moitié du scroll. À la moitié du scroll, on a encore 50% des utilisateurs qui sont restés sur la page. Et on peut voir en fait jusqu'au bout. Voilà, il y a 30% des utilisateurs. Là, on a les données d'échantillonnage. On a 30% des utilisateurs qui sont allés jusqu'au bout de la page. Donc ça, c'est extrêmement intéressant à regarder. Alors après, il y a des features qui sont un peu gadgets, comme par exemple les données d'attention. C'est basé sur quoi? C'est basé sur la promesse, c'est on sait où se porte le regard.
Pourquoi ? Parce que on va analyser où se porte le curseur et généralement le regard se porte là où il y a le curseur. Donc quand j'arrive sur cette page, mon regard se porte à peu près là où je mets mon curseur. Donc on sait que les gens regardent à peu près ça, et on connaît le temps moyen aussi, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on scrolle vite, a priori on n'y met pas d'attention. Là il y a à peu près 30%, il y a 6% des... Non pardon, c'est le pourcentage de longueur de la session, il y a à peu près 30 secondes de temps de passage, et puis là hop, il passe plus vite, voilà. Là à peu près 13 secondes, donc on sait à peu près où est-ce que les gens s'arrêtent de scroller pour prendre le temps de lire. Voilà, donc ça c'était l'outil Clarity qui est extrêmement important pour optimiser notamment son site web ou sa landing page pour améliorer la conversion. Généralement c'est très complémentaire avec les analyses qu'on va voir après, notamment qu'on peut retrouver sur Analytics ou un peu sur Search Console, sur notamment le taux de rebond, à la différence du taux d'engagement ou du taux d'activité, c'est-à-dire que le taux de rebond, c'est le pourcentage de personnes qui arrivent sur votre page et repartent presque instantanément sans avoir fait aucun clic ou aucun événement clé. Par exemple, scroller suffisamment, donc c'est j'arrive sur quelque chose, je considère que ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. Voilà, ça donne un chiffre, et par rapport au nombre total d'utilisateurs, quand on fait la différence des deux, on obtient, le ratio des deux, on obtient le taux de rebond. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la partie campagne, ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui. Quand on parle de campagne, il faut avoir en tête au moins deux choses, c'est faire la différence entre les sources et le support. Si on n'a qu'une seule source, qu'un seul support, à la rigueur, tout ce que je vais dire après, ça n'a pas trop d'importance parce que ça sera... faut pas s'embêter avec tout ça, ça sera facile à mesurer. C'est-à-dire que si, par exemple, je lance un site web et que je n'optimise pas le SEO et je ne l'envoie que par mail, j'ai qu'un seul support, j'ai qu'une seule source, la source c'est moi-même, et le support c'est les mails, dans ce cas, je sais qu'à peu près 100% de mon trafic, en tout cas 100% de mon trafic qualifié, a priori viendra de ce support et de cette source, donc pas besoin de le traquer et de le comparer. Parce qu'encore une fois, un outil comme Analytics ne sert pas spécialement à mesurer l'audience, ça permet surtout de pouvoir comparer quand on a plusieurs supports sources, voire même plusieurs campagnes. La notion de campagne, en général une campagne c'est à une période donnée. Alors après on peut créer plusieurs campagnes et sous-campagnes, c'est-à-dire que je pourrais avoir une campagne avec une campagne de type printemps 2025, dans lequel je vais avoir plein de supports, plein de sources, mais je peux également avoir et une campagne printemps 2025 pour tel produit et une campagne printemps 2025 pour tel autre produit. Dans ce cas, je vais avoir deux campagnes différentes avec X sources, X supports par campagne, etc. Bon, là, pour faire simple, j'ai qu'une seule campagne pour le moment, c'est la promotion de ce bootcamp. Alors, je vais virer ça. Voilà, la promotion de ce bootcamp, et je fonctionne par des campagnes trimestrielles, c'est-à-dire que chaque trimestre on définit un plan de com et un plan marketing, et où on définit quelles actions on va lancer. On fait ça sur à peu près 3 mois et on mesure et on ajuste au fur et à mesure. Donc d'où le fait d'avoir une campagne par trimestre. Donc là en l'occurrence j'ai ma campagne, c'est une campagne croisée qu'on mène avec la brasserie du digital avec qui on a fait un partenariat pour proposer cette offre. Donc c'est une campagne croisée. Eux vont avoir des sources et des supports. Nous, on va avoir des sources et des supports. Alors, à vrai dire, on va partager à peu près les mêmes supports. On va faire la promotion de cette campagne sur à peu près les mêmes supports, mais les sources seront différentes. Et donc, le fait d'avoir sources différentes, supports différents, même si on n'a qu'une seule campagne, là, ça devient intéressant d'avoir un outil comme Analytics. Qu'est-ce qu'on va regarder avec Analytics ? On va regarder notamment, également du comportement. Alors, je pourrais le relier à Clarity, mais après ça fout le bordel dans mon schéma. Et on va regarder également la partie conversion. Voilà, et ça de manière croisée, bien sûr. Donc, d'où l'intérêt de commencer à envisager de mettre un outil comme Analytics, parce que sinon ça devient très vite le bordel pour séparer les choses. Donc là, on arrive, une fois qu'on a paramétré tout ça, alors je vais rentrer très rapidement dans le détail ensuite de qu'est-ce qu'on doit paramétrer et avec quoi on le paramètre, on passera à la phase d'analyse. Donc, avant ça, la collecte se fait très souvent, en tout cas je préconise ça, avec Google Tag Manager, parce que c'est un outil très visuel qui nous permet de faire à peu près tout ce qu'on veut.
Je dis à peu près parce qu'il va manquer 2-3 éléments qui, quoi qu'il arrive, devront être faits à la source, c'est-à-dire sur le site. Mais avec Tag Manager, on peut faire déjà énormément de choses. Si je fais un balayage très rapide de ce qui va nous intéresser, c'est que Tag Manager va nous intégrer, Tag Manager qui est ici, va nous intégrer les différents outils. Alors, sauf Search Console qui ne se met pas avec Tag Manager, mais sinon Clarity se met avec Tag Manager, Google Analytics se met avec Tag Manager, et après SE Ranking, lui, se connecte aux différents outils déjà branchés. Donc sur Tag Manager, on va avoir des balises et on va avoir des déclencheurs. Alors, on pourrait avoir des variables et les dossiers, c'est pour mieux ranger les choses, mais là, en l'occurrence, les variables, je les utilise pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les balises, donc mon tag Clarity et mon tag Analytics. Là, j'ai un exemple très simple où il n'y a pas de conformité RGPD, mais la conformité RGPD nous imposerait de dire la balise Clarity et GA4 ne se déclenchent que si il y a eu un consentement au préalable, etc. Bon, là l'idée, c'est de rester simple. Le fonctionnement est très simple, c'est que j'ai des déclencheurs qui me déclenchent des balises. Voilà, tout simplement. Donc mes déclencheurs, ils se paramètrent dans les déclencheurs, mes balises dans les balises. Et là, en l'occurrence, je commence par les déclencheurs, d'où ce que je disais tout à l'heure, d'où l'importance de savoir ce qu'on veut traquer en amont et de savoir pourquoi on veut le faire. Donc là, en l'occurrence, moi, je veux traquer quoi ? Je veux traquer mes origines, d'où sortent mes utilisateurs qui arrivent sur mon site. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire support, source. On va également avoir l'identifiant de campagne si on en a plusieurs en même temps ou si on regarde dans le temps. C'est-à-dire quand je reviens 6 mois en arrière, je veux savoir à quelle campagne ça correspondait. Donc support, source, campagne, et on va en avoir un troisième que j'appelle contenu ou terme ou peu importe. C'est un élément de contexte supplémentaire. Ce que je viens de dire là, c'est quoi ? C'est les balises UTM. Les balises UTM, systématiquement en amont d'une campagne, je les écris dans un Google Sheet parce que ça permet d'y voir clair et de ne pas se mélanger, et je construis systématiquement ce fichier de cette manière, c'est-à-dire que je vais avoir un identifiant de campagne, un type, c'est-à-dire pour quel usage je vais en faire, et ensuite je vais retrouver mes différents paramètres UTM, donc ma source, mon support qui s'appelle Medium, le média, mon nom de campagne qui correspond aussi à mon idée de campagne, donc faut pas que ce soit faut que ce soit sans caractères spéciaux à part un tiret, etc. Et le contenu, donc c'est un élément de contexte supplémentaire. Là en l'occurrence, je m'en sers pour séparer ce que je disais tout à l'heure, je parlais d'une campagne croisée, pour séparer pour faire des comparaisons de segments, enfin pour faire des comparaisons d'audience ou des comparaisons de segments. Donc je m'en servirai derrière dans Analytics. Là je liste à peu près tout ce qu'on envisagerait potentiellement de faire. Ça ne veut pas dire qu'on va tout utiliser, mais on retrouve quoi ? On retrouve de l'email direct, on retrouve du LinkedIn, Facebook, Insta, mais en non paid, donc en social classique. La même chose mais en paid social, du Google Ads, du Google Display, de l'affichage QR code et du referral, donc les liens par exemple sur un média, une presse. Vous mettez ce que vous voulez dans source, ce que vous voulez dans campagne, ce que vous voulez dans content. Par contre, Medium, c'est, pour se simplifier la vie, c'est bien de se raccrocher à ce que Google sait gérer par défaut. Parce que si vous lui mettez un truc, on pourrait mettre ce qu'on veut là-dedans. Le problème, c'est que si GA4 ne sait pas le catégoriser, il va le mettre par défaut dans un other ou dans une catégorie à la con. Donc là, l'intérêt, c'est de se raccrocher à ce qu'il connaît déjà. Comme ça, il va pouvoir préparamétrer les rapports et vous allez gagner du temps. Donc voilà, c'est le Medium qui est le plus important, et derrière j'ai ma liste d'URL qui se construit automatiquement en fonction de ce que je veux. Donc par exemple l'envoi direct mail à des prospects, ça correspond à envoi direct mail. Moi ce qui m'intéresse encore une fois, c'est quoi ? C'est pour qui, pourquoi. Et par rapport à ça, j'établis une liste d'URL. Donc ça se construit automatiquement et comme ça, je suis sûr qu'il n'y ait pas de faute. Ensuite, ça, c'est les URL que je vais partager, alors soit à mes affiliés ou pour du referral, par exemple, pas de la presse, etc. Je vais leur donner ces liens-là. Si j'ai un QR code à faire, c'est le lien QR code que je vais donner. Si je lance une campagne ads, c'est ces URL-là que je vais donner. Si je dois faire un post réseaux sociaux, c'est cette URL-là que je vais mettre, etc. etc.
Le fait de passer par les balises UTM, ça permet simplement, on pourrait tout faire à la main, mais ça permet simplement de profiter en fait d'un paramétrage automatique et d'une catégorisation, classification automatique de Google. Une fois que j'ai fait ça, j'ai déjà réglé mon identification de support, de source, et également même j'ai la capacité de comparer mes segments et j'ai la capacité d'avoir une contextualisation et de savoir à quelle campagne ça correspond, quel flux ou quelle source d'origine, est-ce que c'est nous, est-ce que c'est la brasserie digitale qui sommes à l'initiative de cette campagne, etc. Par contre, il va me manquer quelque chose, c'est la notion d'engagement, la notion de conversion. Autant la partie UTM est relativement automatique parce que dans chaque campagne marketing, il y a une source, il y a un support, il y a une campagne, etc. Autant la partie conversion, elle est totalement unique en fonction de ce qu'on fait. Quand on fait du e-commerce, la conversion, c'est l'achat. Quand on veut faire la promotion d'une newsletter, la conversion, c'est l'inscription à la newsletter. Quand on veut faire, comme nous, la promotion d'une formation, la conversion peut être, par exemple, la candidature. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, il faut se poser la question, qu'est-ce que je veux traquer, pourquoi, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc en l'occurrence, quand on fait ce genre de travail, là ce qui est ressorti, c'est je veux mesurer mes événements clés. Et parmi mes événements clés, il y a quoi ? Il y a j'ai vu le prix et je quitte pas. Si j'ai vu le prix et que je quitte pas, ça veut dire qu'a priori je continue d'être intéressé. Si j'ai vu le prix et que je quitte direct, ça veut dire que je suis pas la bonne cible. Soit parce que c'est trop cher, soit parce que ça me correspond pas, soit parce que j'ai pas envie d'investir, etc. Donc ça, le fait qu'un client ou qu'un prospect aille au-delà de cette strate-là sur mon site, nous on a considéré que c'était une marque d'intérêt. Ça ne l'a pas fait fuir en tout cas, donc a priori ça ne l'a pas fait fuir, c'est qu'il y a une certaine marque d'intérêt. Donc ça, c'est un événement clé et ça se mesure par rapport à l'affichage d'un bloc, ou en tout cas le pourcentage de scroll. Ça, on l'a considéré comme événement clé. Et le deuxième événement clé, forcément, qui est presque le principal, c'est est-ce que je candidate, mais ça, c'est un élément presque trop facile, mais qui est important à traquer. Donc là, on a simplement regardé, est-ce que... Alors nous, sur cette page, on n'a qu'un seul formulaire, donc c'est simple, mais est-ce que le formulaire a été soumis ? Ce qu'on aurait pu aussi traquer, c'est s'il y avait une question très importante pour nous. S'il y a une question très importante qu'on veut analyser, parce qu'on a des doutes, ça sert aussi de feedback, c'est important, par exemple, de déclencher un événement personnalisé au clic, par exemple, sur une des questions. La foire aux questions, elle permet aussi de savoir ça. Elle permet de mesurer des sujets sur lesquels on pourrait avoir des doutes. Comment on a paramétré ça ? La première étape, donc, c'est Google Tag Manager, où on va déclarer notre tag GA4 et on va déclarer nos deux événements dont je parlais juste avant, c'est-à-dire on a atteint un certain niveau de scroll et on a fait une soumission de formulaire. Pour paramétrer les événements, donc on crée une balise, voilà, ici, nouvelle. On la nomme, Event GA4, peu importe. On le relie à notre tag GA4, donc on a le tag qui est ici, on a un ID de balise, il faut bien que ce soit le même ici. ID de mesure, ID de balise. Je vais, selon un certain déclencheur, envoyer un événement à Google Analytics qui va s'appeler Candidate avec comme paramètre un type Submit. Là, en l'occurrence, j'aurais pu ne rien mettre. C'est plus pour que ce soit plus clair et puis pour que ce soit évolutif, c'est-à-dire que je peux considérer que mon événement candidat, il peut être variable, c'est-à-dire que il peut être variable. Je peux considérer qu'il y a un début de candidature si par exemple je télécharge une brochure, je peux considérer qu'il y a un début de candidature si je remplis le formulaire. Donc là en l'occurrence, j'ai toujours mon événement générique qui s'appelle Candidate et après je peux faire varier mon type. Est-ce que le type c'est je demande la brochure, est-ce que le type c'est je candidate vraiment ? Là en l'occurrence j'en ai qu'un, c'est type Submit. J'ai fait la même chose pour le scroll tab, donc en gros j'ai un événement custom scroll, je l'ai préfixé de custom parce que scroll étant déjà une valeur réservée dans Google Analytics, donc j'ai un événement custom scroll avec comme paramètre d'événement jusqu'à quelle étape. Là en l'occurrence, alors j'ai appelé ça scroll 50 mais peu importe, là c'est plutôt ça arrive jusqu'à ma valeur tabs et tabs en fait c'est ma strat qui correspond à ça parce que ça c'est une navigation de type tab, de type onglet.
Non, c'est pas ça. Hop. Donc pareil, custom scroll événement générique. Je pourrais avoir, le jour où je veux le décliner, je pourrais avoir... je veux savoir si je suis arrivé jusque là, je veux savoir si je suis arrivé jusque là, je veux savoir si, voilà, etc. pour indiquer que ça, c'est un événement clé. Une fois que j'ai créé la balise, il faut l'associer à un déclencheur, parce que la balise toute seule, si elle n'est jamais déclenchée, elle ne sera jamais envoyée. Donc en l'occurrence, pour la candidature, là, moi, j'ai choisi d'utiliser le déclencheur de type soumission de formulaire. Alors, je ne me suis pas embêté, j'ai pris tous les formulaires. En l'occurrence, j'en ai qu'un, donc je suis sûr que dès qu'il y a une soumission de formulaire, j'ai cet événement qui va être envoyé. Scroll tab, c'est un peu différent. J'ai créé un déclencheur qui va se baser sur le pourcentage d'un élément dans mon DOM qui va s'afficher. Donc là, mon élément, il s'appelle scroll 50. Et ça correspond, donc c'est une classe qu'on a rajoutée dans ce bloc-là, qui est ici, on le voit ici, scroll 50. Et ça correspond à ce que je veux afficher. Et en gros, quand il y a au moins 70% de ce bloc-là qui est visible, je déclenche, ce qu'on voit ici, je déclenche l'événement scroll 50. Je l'ai appelé comme ça, j'aurais pu l'appeler scroll tabs, qui du coup va me déclencher mon événement custom scroll avec la valeur tabs. Une fois que j'ai fait ça dans GTM, je peux le prévisualiser. Ça permet d'être sûr de ce qu'on fait. Je vais y arriver. Et là, on peut voir tous les événements avec un résumé quand on clique sur la dernière, sur l'étape tout au-dessus, avec un résumé de tout ce qui est envoyé. Donc là, j'ai bien le tag GA4 qui est envoyé. Dès lors où j'arrive à cet endroit-là, donc là, il ne doit pas être encore envoyé. Voilà, parce que je ne suis pas à 70%. Dès que je passe à peu près 70%, donc là, à peu près, hop, j'ai mon événement scroll tab qui est envoyé, avec comme valeur tabs. Scroll step, tabs. Et de la même manière, quand je soumets le formulaire, alors en l'occurrence, je triche un peu, j'ai l'envoi de formulaire avec mon événement candidate, type submit, qui a été envoyé. Et là, si je clique ici, je peux voir tout ce qui a été déclenché. Donc j'ai bien Clarity, j'ai bien GA4 et j'ai bien Candidate. Donc là, j'ai réalisé ma session, j'ai réalisé 2 événements clés. Et ce qu'on va chercher à analyser, c'est ça. Bon, j'avais 20 minutes, ça fait déjà 27. Une fois que j'ai paramétré correctement, hop, j'ai viré ça, mon Google Tag Manager, et que je suis satisfait de ce que ça me met dans prévisualiser, j'ai plus qu'à attendre. Alors des fois il faut attendre, souvent il faut attendre 24 heures, sinon 48 heures pour que ça remonte dans Analytics. Dans Analytics, il y a 2 choses importantes à comprendre. La première, c'est le paramétrage de la collecte de données. Et le deuxième, c'est l'affichage des données. Paramétrage de la collecte de données, ce qui va être important. Alors, il y a tout ce qui est, mais je fais pas un sujet RGPD, donc je le mets de côté, tout ce qui est consentement, mode consent, etc. J'embrouille pas la vidéo là-dessus parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire à ce sujet. Mais ce qui va être intéressant, c'est que on va créer un ou plusieurs flux de données. Donc là, en l'occurrence, on pourrait avoir un seul flux qui collecte à la fois de la donnée depuis une appli iOS, Android, web, etc. Et on pourrait fusionner tout ça dans un seul rapport. Là, en l'occurrence, on n'a qu'un seul site web. Donc c'est des vues en fait, et c'est la landing page. Là, il y a un premier paramétrage à faire, c'est qu'est-ce qu'on veut mesurer. Donc en l'occurrence, là, on a tout mis parce qu'on va vouloir mesurer le scroll, mesurer les clics, mesurer les recherches, etc. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas de recherche, donc on pourrait le virer. Interaction avec les formulaires, etc. Nous, on a tout mis. On peut créer des événements personnalisés à cet endroit-là, mais on préfère le faire dans GTM parce que c'est plus souple. Et ça, ensuite, il faut l'installer dans GTM. Donc, c'est le fameux idée de mesure qu'on avait tout à l'heure. On retrouve quoi d'autre ?
on retrouve une partie collecte de données. Donc là, attention, pareil, gros disclaimer RGPD. Il y a la notion de user ID qui est ultra utilisée pour tout ce qui est retargeting, remarketing. Donc c'est le fait en fait d'autoriser Google à définir un identifiant unique d'utilisateur qui va ensuite le suivre, peu importe les sites qu'il va naviguer. C'est ce qui permet notamment de faire du display, donc du remarketing et retargeting, ou si par exemple on va sur un site marchand et qu'on consulte une fiche produit, derrière on quitte ce site, on va arriver sur un autre site qui a également Google, bien sûr, Google arrive à faire le lien entre les deux sessions et arrive à proposer, par rapport à l'antériorité de sa navigation, arrive à proposer du contenu qui va lui parler, qui va être contextuel pour lui. Donc on peut paramétrer ici tout un tas de choses pour être plus ou moins conforme en fonction de ce dont on a besoin. Là en l'occurrence, pour le test, on a tout activé. On peut importer des données qui viennent d'une archive ou d'un autre apport. On a des paramètres de conservation de données, donc par défaut 14 mois, 2 mois. Donc là pareil, il y a le gros sujet RGPD. On peut filtrer les données et ça c'est extrêmement important de le paramétrer dès lors où on n'est plus en test. C'est de pouvoir justement filtrer tout ce qui est trafic interne. Donc ça, en général, ça se paramètre quand on est en lecture des données, c'est-à-dire qu'on laisse, contrairement à Clarity ou Clarity, quand on paramètre un site, on bloque l'IP pour ne pas traquer à l'origine, ça économise de la donnée pour ne pas traquer à l'origine si on est sur du trafic interne. Autant avec Analytics, la démarche elle est différente. L'idée c'est de tout traquer, mais par contre quand on analyse les données, là il faut les filtrer pour exclure le trafic interne. Donc là pour le moment on est en test, donc je le laisse. Et après on a la demande de suppression et les paramètres de consentement avec le mode consentement de Google qui est un sujet à part entière. Donc ça c'est la partie collecte. Et après il y a l'autre partie, c'est l'affichage des données. Alors il y a quelque chose dont j'ai pas parlé qui est important. C'est le détail de la propriété. Quand on déclare une propriété, donc une propriété Analytics, une balise Analytics, c'est important, pour se simplifier la vie, de bien définir les objectifs de l'entreprise. Les objectifs de l'entreprise, c'est quoi ? C'est les rapports qui vont être pré-générés et proposés par défaut dans Analytics. Si on coche tout, on peut, si on a un doute, mais le problème, c'est qu'on va se polluer la vie dans les rapports avec des choses dont on n'a pas besoin. Par exemple, accroître les ventes, ça va analyser... il y a des événements par défaut qui sont compris par Google, notamment tout ce qui est événements d'achat, avec les coûts, frais de livraison, etc., etc. Là, en l'occurrence, si on n'est pas sur un site marchand, accroître les ventes n'a aucun sens. Donc, il faut le décocher, ça permettra de simplifier les interfaces. Généralement, alors surtout sur une campagne marketing comme je le présente ici, générer des prospects, c'est important parce qu'on va avoir des rapports propres à l'acquisition des personnes. Comprendre le trafic web, alors ça c'est pareil, c'est potentiellement quelque chose qu'on va plus chercher sur Search Console, mais pour corréler les données et être sûr, voilà, dans un souci de double vérif, on peut le cocher. Et l'engagement et rétention des utilisateurs va être aussi important pour mesurer. Alors c'est ce qu'on pourrait trouver chez Clarity. En l'occurrence, générer des prospects est le plus important, et après les autres, c'est ce qu'on pourrait trouver ailleurs dans Search Console ou Clarity. Donc ça, important à positionner pour que ça nous pré-génère les bons rapports. Ensuite, l'élément extrêmement important, ça va être dans affichage des données, où on va retrouver ici ce que j'expliquais tout à l'heure, mes événements clés. Donc là, pareil, il faut attendre des fois 24 heures, souvent 24 heures, parfois 48 heures pour que les événements remontent. Une fois, donc c'est important quand on a branché Tag Manager et qu'on a défini nos URL, c'est important de faire quelques tests sans exclure le trafic interne, où simplement on clique sur le lien et on navigue un peu et on fait comme si on était un véritable utilisateur pour commencer à envoyer de la donnée dans Analytics. Une fois qu'on a fait ça, on attend 24 heures et là on va avoir les événements dans les événements récents, ce que j'expliquais tout à l'heure dans Tag Manager. Mon événement candidate, mon événement custom scroll. Je les retrouve ici et je viens les indiquer comme événements clés. Pourquoi ? Parce que à la fin, qu'est-ce que je veux ? Je veux pouvoir... je ne sais pas ce que j'ai copié-collé. Je veux pouvoir avoir un tableau de synthèse, parce que c'est ça ma finalité, où je vais pouvoir analyser support et source. Alors souvent on les met ensemble, il n'y a pas nécessité
de tout scinder. Je veux avoir ma campagne. Donc ça, c'est plutôt dans le cas où je gère plusieurs campagnes en même temps, parce que sinon, a priori, on n'est que sur une seule campagne, donc on sait de quoi on parle. Je veux avoir mon contenu, donc ça, c'est un élément de contexte supplémentaire. Donc je veux un tableau qui me liste tout ça. Et je veux pouvoir analyser, finalement quoi? Les sessions. Je veux pouvoir analyser les utilisateurs totaux. Ça, le fait d'avoir utilisateurs et sessions, ça permettra aussi de voir le taux de nouveaux utilisateurs par rapport au taux d'utilisateurs qui reviennent. Je veux un taux d'engagement et je veux un taux de conversion. Et je veux avoir ces données-là donc filtrées par support, source, campagne, contenu. Alors filtrées, ligne par ligne, ça je le veux en ligne, mais par contre ce que je veux en colonne par exemple, alors je vais le faire différemment, je vais le faire comme ça. À la fin, ça ce que je suis en train de faire là, je conseille de le faire dès le début, ça permettra de plus facilement savoir où on veut aller. Là je veux par exemple tous mes événements candidate submit. Ou je vais le faire différemment, je vais faire scroll tabs et ça c'est le total de chez Total. Voilà, ça c'est la finalité, c'est qu'est-ce que je veux analyser. Donc ligne par ligne, c'est-à-dire pour chaque support, source, campagne, contenu, je veux savoir, j'aurais peut-être dû le mettre dans l'autre sens, je veux savoir les sessions qui ont été générées, qui sont allées jusqu'à tabs, donc en gros mes sessions qualifiées. Je veux savoir mes utilisateurs. Alors là, en l'occurrence, le taux d'engagement, taux de conversion, il serait presque pas utile parce qu'il se calcule par rapport au totaux. Donc on pourrait éventuellement s'en arrêter là, où on va analyser sessions utilisateurs qui vont jusqu'à cette strate-là et qui du coup montrent une marque d'intérêt, ceux qui soumettent par rapport à Toto. Et ça va me donner des chiffres, donc ligne par ligne, ce qui me permettra de comparer les différentes performances en fonction de support source. Alors à vrai dire, campagne là est presque, vu que je suis sur une mono-campagne, presque pas important aussi, je pourrais me simplifier la vie. Et je vais pouvoir voir, en fonction des différents canaux d'acquisition, qu'est-ce qui génère le plus de sessions, qu'est-ce qui génère le plus de sessions qualifiées, etc. etc. Donc taux d'engagement, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire le ratio entre les sessions totales par rapport aux sessions où les utilisateurs font au moins un clic, un peu de scroll, etc. Restent plus de 10 secondes sur le site, etc. Si j'ai un temps d'engagement réduit de moins de 50%, ça veut dire qu'il y a plus de la moitié des gens qui ne sont pas intéressés et donc j'ai un taux de rebond qui est énorme. Et taux de conversion, c'est un des deux événements considérés comme événements clés qui est atteint. Donc si j'ai par exemple, on va le faire comme ça, si j'ai par exemple 100 sessions, on va le faire simple, 100 utilisateurs, donc ça veut dire que chaque utilisateur vient une fois et il n'y a pas d'utilisateurs qui reviennent, et que j'ai un taux d'engagement de 90, je mets n'importe quoi, hein, et que j'ai un taux de conversion de 30, a priori, pareil, je vais faire très simple, je vais prendre ceux qui scrollent au moins jusqu'au bout, sur les 100 sessions, 100 utilisateurs, je vais en avoir que, alors là je me suis compliqué la vie, je vais avoir par exemple 30 sessions, 30 utilisateurs, parce que j'ai 30% de conversion. Donc là je pars du principe aussi que, c'est ça que je me dis, que je me suis compliqué la vie, je pars du principe que j'ai 0 candidature et que 100% de mes conversions sont atteints par l'événement Scroll Tabs. Alors là en l'occurrence, le taux de conversion, on va le calculer sur le nombre de sessions totales
c'est plus simple. Je pourrais le calculer par rapport au temps d'engagement, c'est-à-dire que je pourrais considérer que j'ai 10% de poubelles. J'ai 10% d'utilisateurs, c'est des touristes, ils n'auraient pas dû arriver là. Et donc, je pourrais mesurer parmi les 90 personnes qui restent, je pourrais mesurer mon taux de conversion par rapport à ça. Et donc, je ne serais pas à 30, je serais à 27 et quelques. Mais là, bon, pour simplifier les choses, je vais rester comme ça. Donc ça, c'est un des chiffres qu'on pourrait avoir, mais on pourrait également avoir, pour la même chose, pareil, je simplifie, les rapports ne ressemblent jamais à ça, mais je pourrais avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire que j'ai au moins 15 personnes qui ont atteint le scroll tabs et 15 personnes qui ont candidaté. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont candidaté ont au moins atteint le scroll tabs, c'est évident, parce que la candidature arrive après. Mais ça pourrait être cohérent. Alors attention à ça, parce que là, en l'occurrence, les 15 qui ont candidaté sont les mêmes qui ont atteint le scroll tabs. Donc en vérité, mon taux de conversion, c'est pas 30% des utilisateurs, c'est que 15% des utilisateurs. Donc là, il faut se méfier dans ce qu'on mesure. Là, en l'occurrence, nous, on ne veut pas aller si loin dans le détail. Ce qui nous intéresse, c'est qui marque un intérêt. Notre conversion à nous, c'est pas que la candidature, c'est est-ce que les gens sont intéressés. C'est ça qu'on va regarder dans ce cadre-là, mais c'est pour ça qu'il est important de se poser les questions de qu'est-ce qu'on veut analyser, qu'est-ce qui est important pour nous. Donc pour avoir ce tableau-là, ça se passe dans Analytics. Et donc le prérequis, c'est de définir des événements comme étant des événements clés, sinon je ne pourrais pas avoir ma conversion. Alors là, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on peut faire, notamment pour cette partie contenu. Le contenu, il est un peu à part, parce que le contenu, c'est un élément de contexte qu'on va utiliser pour soit segmenter les audiences, donc créer des audiences différentes, soit créer des segments différents, soit pouvoir faire des comparaisons. À chaque fois, il y a un besoin un peu différent. Très généralement, l'audience, ça se suit dans le temps. Donc une audience, c'est un avatar type. Un segment et une comparaison, c'est plutôt ponctuel. Là, en l'occurrence, mon contenu à moi, donc pour rappel, c'est ça, c'est faire la différence entre ça vient de qui. Moi, c'est plutôt ponctuel. Donc je ne veux pas suivre cette audience dans le temps. Mon audience, et pareil, je ne vais pas l'utiliser en guise de segment, parce qu'on va dire que dans l'ordre des choses, l'audience, c'est l'avatar client, le segment c'est l'avatar, c'est un croisement entre plusieurs données, mais c'est pareil, c'est plutôt quelque chose qu'on va suivre dans le temps. Et après la comparaison, c'est de l'ultra ponctuel. Donc là, en l'occurrence, moi je suis sur de l'ultra ponctuel, donc ce qui va m'intéresser, c'est les comparaisons. Donc je pourrais créer, à titre d'exemple, je pourrais créer des audiences sur la base de mes UTM, donc je pourrais utiliser le UTM content. Je pourrais créer des audiences, donc là le bon exemple c'est j'ai tout le monde, ou j'ai que mes acheteurs qui ont acheté par exemple dans les 540 derniers jours. Ça, moi je m'en sers pas. Je voulais le faire dans l'ordre. J'ai les segments. Donc segments et comparaison, c'est un peu flou, on peut l'utiliser de la même manière. Ça permet d'avoir en fait plusieurs niveaux de comparaison. Mes segments, donc là par exemple, c'est tous ceux qui sont sur mobile, tous ceux qui sont sur web, tous ceux qui ont été générés par des emails, etc. Donc ça c'est créé par défaut, moi je m'en sers pas. Je vais utiliser tous les utilisateurs. Par contre, je vais pouvoir utiliser les comparaisons. Ça peut m'intéresser. Parce qu'encore une fois, je veux pouvoir faire de la comparaison ponctuelle le temps de l'analyse. Donc là, je pourrais tout à fait créer un segment, mais je vais créer une comparaison, c'est plus cohérent pour ce que je veux faire. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce que j'ai utilisé là en UTM Content en guise d'éléments de comparaison. Là, en l'occurrence, c'est le contenu. Et donc je vais utiliser le contenu d'annonce manuel. Donc ça correspond à mon UTM content. J'en ai deux. J'ai soit on va regarder uniquement la toute première session de l'utilisateur. Et si l'utilisateur revient et qu'entre-temps il change de contenu, on va garder que le premier, ou alors on prend systématiquement le nouveau. Moi je prends systématiquement le nouveau, et là on a des types de correspondance, correspond exactement à, et là je vais prendre par exemple, là, le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir le faire parce que j'ai fait mes tests ce matin, il faudrait que j'attende 24 heures. Jusque maintenant, je n'avais pas encore ces contenus-là, mais en l'occurrence, demain, quand je referai le test, j'aurai exactement Tizi ou LB2D. Et donc là, je pourrais créer ma comparaison. Tous mes utilisateurs qui sont issus
de Tizi ou tous mes utilisateurs qui sont issus de LB2D, la brasserie du digital. Donc ça, tous ces paramètres-là, c'est du prérequis pour pouvoir ensuite l'utiliser dans la partie Explorer, qui est en fait la partie de mes rapports. Et ensuite, le dernier élément extrêmement important, ce sont les définitions personnalisées, dans lesquelles on peut retrouver des dimensions personnalisées, des métriques personnalisées et des métriques calculées. Ça va être utilisé, alors les dimensions personnalisées, ça va être surtout utilisé pour pouvoir comparer des mêmes événements, là en l'occurrence parce que c'est des événements, des mêmes événements qui ont des valeurs différentes. Et généralement, on l'utilise notamment pour comparer les différents achats, c'est-à-dire qu'on va avoir un événement qui va s'appeler achat, sauf ce qui va nous intéresser, alors soit on se dit, moi je veux juste savoir ceux qui ont acheté, ceux qui n'ont pas acheté, il y a juste besoin de ça, ou alors on se dit, j'ai besoin de savoir qui a acheté quoi, enfin, quoi a été acheté plutôt. Dans ce cas, mon événement, ça va toujours être achat, mais ça va être intéressant de le définir en dimension personnalisée pour pouvoir ensuite comparer la valeur de l'événement. Je le montrais tout à l'heure, la valeur de l'événement, là en l'occurrence, c'est toujours la même chose. C'est toujours ce mythe, enfin un événement égale une valeur, pour le moment. Maintenant ça peut évoluer, donc en anticipation, je les ai définis en dimension personnalisée pour avoir cette analyse plus fine dans mes rapports et d'avoir la granularité la plus fine possible, à savoir sur la valeur de l'événement. Et pas que sur l'événement en tant que tel. Donc, pour créer une dimension personnalisée, c'est assez simple. On lui donne un nom, portée, bon là en l'occurrence, moi c'est en lien avec l'événement, mais ça pourrait être en lien avec un utilisateur ou un élément. Je ne rentre pas dans les détails là-dessus pour le moment. Et le paramètre d'événement, c'est l'événement en l'occurrence que je cible. Donc là en l'occurrence, mon événement c'est candidate, c'est toujours ce qu'on retrouve ici, custom scroll. Métrique personnalisée, je ne l'utilise pas. Et ensuite, par contre, j'utilise les métriques calculées qui peuvent être intéressantes. Là, en l'occurrence, j'ai créé une métrique que j'appelle taux intéressement. Ça correspond à quoi ? Ça correspond à taux de conversion. Sauf que je ne voulais pas appeler ça à proprement parler une conversion. Je voulais appeler ça plutôt un intéressement. Et donc, c'est quoi ? C'est taux d'événement clé par utilisateur par rapport à session. Donc c'est par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que mon taux de conversion dans ce cas-là, est-ce qu'il est de 30% ou de 15%, parce que là c'est peut-être les mêmes personnes. Donc pour éviter justement de mal calculer les choses, j'ai créé cette métrique calculée qui est un taux d'intéressement où je prends donc tous les événements, peu importe lequel clé, je fais le ratio par rapport aux sessions. Donc en gros, je considère que pour calculer mon taux de conversion, je ne regarde pas ça plus ça, je regarde pas ça ou ça, je regarde ça plus ça. Et je considère que ça me correspond à mon taux d'intéressement. Donc bon voilà, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on lui donne un nom et ensuite on lui donne une formule, et ça c'est des variables. Et une fois qu'on a paramétré tout ça, on peut aller à la fois dans les rapports, donc là c'est les rapports par défaut qui sont proposés par Google Analytics, que j'utilise perso peu, et à la fois dans Explorer. Et Explorer, c'est ce qui va nous permettre de faire cette fameuse analyse en vue soit de prendre des décisions, soit d'aller plus loin sur une phase d'interprétation et de data visualisation sur des outils comme Looker Studio ou Google Sheet ou Google Slide ou peu importe. Donc là, moi j'ai créé 3 rapports types. Celui qui va m'intéresser le plus, c'est synthèse, qui correspond exactement à ce tableau-là. J'en prends un au hasard, donc en l'occurrence, on nous propose déjà des modèles. Ça fait gagner du temps. Donc, par exemple, j'ai analysé un entonnoir. Bon, là, en l'occurrence, j'ai que 2 étapes. C'est j'arrive sur la page et je candidate oui ou non. Mais, juste pour montrer à quoi ça ressemble, ça ressemble à ça. Alors là, il n'y a pas beaucoup de données. Donc, j'ai que dalle. Mais, on peut filtrer. Donc, on a nos segments, nos dimensions et nos metrics. Ça, c'est la partie collecte.
Là, il y a la partie data vis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on veut mettre en colonne, qu'est-ce qu'on veut mettre en ligne. Alors là, en l'occurrence, c'est en mode entonnoir, donc c'est plutôt qu'est-ce qu'on va avoir comme étape et comment et par quel groupement on veut. Et après, au sein d'un rapport, on peut avoir différents onglets, par exemple. Donc là j'utilise des filtres. Je dis que je veux que les données qui viennent du support source Google CPC, ou alors que Google Display, etc. Bon là, pas très intéressant parce que j'ai pas de données. Ce qu'on va regarder, c'est plutôt la partie synthèse. La partie synthèse, elle ressemble, si je réduis un peu, elle ressemble finalement, il manque des données, mais elle ressemble à ça. À savoir, pour chaque support source, j'ai combien de sessions et combien d'utilisateurs sur l'événement Scroll Tabs, idem pour Candidate Submit et idem en totalité. Ça ressemble à ça. Donc là, je retrouve en ligne mon mix support source support. Je retrouve ici contenu d'annonce. Donc là, en l'occurrence, pour le moment, j'ai pas de données, mais c'est ce qui va me permettre. Ce que j'avais mis un peu de côté, c'était cette partie-là, hein, qui va me permettre de comparer. Ça, c'est un élément de comparaison. Je pourrais le diviser en deux onglets, hein, c'est à voir à l'usage. Et ici, je vais retrouver ma variable candidate et ma variable custom scroll avec, alors là, j'ai node set, c'est-à-dire que des données qui sont ni l'un ni l'autre, donc qui sont en fait la même chose que Toto. Mais sinon, je suis censé retrouver, et ça c'est vide, donc ça en fait je pourrais l'ignorer, et je suis censé retrouver candidate submit, ça me donne session utilisateur engagement, custom scroll tabs, ça me donne session utilisateur engagement dans des espaces différents. Et après j'ai mes Toto ici. Pour arriver là, qu'est-ce qu'on a besoin de paramétrer? Donc mes segments, alors là en l'occurrence je les segmente pas, je veux tout le monde. Ne jamais oublier d'être sur la bonne période. Je vais retrouver mes dimensions. Donc mes dimensions, ça va être tout ce que je vais pouvoir utiliser. Alors il y a un code couleur, mais ça va être tout ce que je vais pouvoir utiliser pour mon affichage en ligne ou en colonne. Et ensuite je vais avoir mes métriques, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux retrouver dans mes cellules. Et après on va pouvoir filtrer sur des dimensions, des métriques, un peu tout ce qu'on veut. Donc on retrouve systématiquement 3 niveaux à gauche. Mes segments, mes dimensions, mes métriques. Ce que je prends moi systématiquement en dimension, parce que pour rappel, c'est ce que je veux analyser ici, je prends mes balises UTM. Donc en l'occurrence, UTM source, UTM medium, c'est ça. Là, j'en prends un qui me gère les deux parce que j'ai pas besoin de tout segmenter. Donc UTM source, UTM medium, voilà. Campagne, je vais le filtrer en guise de segment ou en guise de comparaison. C'est-à-dire que là, je peux avoir ici la possibilité de filtrer pour n'avoir qu'une seule campagne à la fois. Bon, là, en l'occurrence, je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai qu'une seule campagne. Et enfin, qu'est-ce qui va me manquer? La partie contenu. La partie contenu, elle est là. Donc j'ai source, médium, contenu. Et ensuite, nom de l'événement. Donc là, j'utilise pas. Et mes événements que j'ai définis au préalable en dimension personnalisée. Bon, là, en l'occurrence, je ne l'utilise pas, donc je pourrais le virer, parce que ce qui m'intéresse, c'est uniquement, je reviens là-dessus, hein, ce qui m'intéresse, c'est support, source, contenu. Mes événements, je les prends en colonne, je les prends pas en ligne. Donc, en ligne, source, médium, contenu. En colonne, mes événements. Et en valeur, qu'est-ce que je veux? Bah voilà, je reprends là-dessus. Hein. Qu'est-ce que je veux? Je veux mes sessions, mes utilisateurs, mon taux d'engagement, mon taux de conversion. Donc session, nombre d'utilisateurs, taux d'engagement et taux d'intéressement dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, je pense que j'aurai pas de données. Ouais, j'ai des données, j'ai très peu en données, mais j'ai un peu de données quand même. Et donc là, j'ai exactement le tableau que j'avais envisagé tout à l'heure. Alors présenté un peu différemment, parce que là, il m'a mis le nom de l'événement à gauche, et après il y a la valeur de l'événement qui se retrouve dans chacun des. Voilà, ça c'est une manière de présenter les infos, mais à la rigueur,
pourquoi il s'en va pas lui, va-t'en, voilà. Mais à la rigueur, ça revient au même. Une fois que j'ai présenté ça, en fait, je peux alors soit exporter les données directement en Google Sheet en CSV pour pouvoir derrière l'exploiter moi-même, soit en fait, là, j'ai la data vis qui me convient et donc je reste là-dessus et je peux partager aux autres personnes qui sont sur le compte. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la partie Explorer de GA4, elle n'est pas faite pour avoir des tableaux de bord collaboratifs. Parce que quand on le partage, c'est forcément en lecture seule. Elle est faite pour avoir des tableaux de bord personnels. Un analyste va avoir son propre tableau de bord en fonction de ce dont il a besoin et ensuite il l'exploite ailleurs dans d'autres outils s'il veut le partager, ce qui force à l'interprétation et ne pas juste dire j'ai paramétré le dashboard, va voir, parce que d'un analyste à l'autre, il peut y avoir des interprétations différentes. C'est pour ça que c'est important de respecter comment Google a vu les choses et donc c'est préférable de l'envisager comme ça. Après, on peut tout à fait le partager en lecture seule. Le seul problème, c'est que la personne qui l'a en lecture seule, elle peut rien modifier, même pas la plage de date. Donc là, en l'occurrence, si je paramètre sur le dernier trimestre et que moi, je le mets pas à jour, il y a de grandes chances que la personne à qui j'ai partagé ce document, elle scoltine cette date-là à jamais, quoi. Donc, il faut que moi, j'aille sur le dashboard pour mettre à jour la date, pour que la personne à qui j'ai partagé le rapport puisse avoir les données les plus fraîches possibles. Bon, après, je rentre pas dans les détails des différents paramétrages, mais on peut afficher que le top 10 des lignes, on peut afficher que la ligne 5, par exemple, et là, je vais avoir que Google Display. Voilà, ça, en l'occurrence, ça sert quand on a beaucoup de données et que... Alors, le première ligne, moi, je laisse toujours à 1. Je trouve ça pas pertinent parce que si je veux pas direct none, je le filtre, à la rigueur, mais voilà. Mais après, voilà, je peux avoir le top 50, top 10, etc., là c'est pareil, j'ai du paramétrage un peu partout, je peux filtrer si je veux pas le node set. Généralement il est tout au début, donc quand on veut pas le node set et qu'on veut pas le filtrer, parce que quand on le filtre en fait on l'a même pas dans les totaux, donc ça c'est important de le savoir. Si je veux pas par exemple le node set parce que je l'ai déjà avec Toto, là éventuellement ça peut être pertinent de faire ça. Là, c'est parce que j'ai fait des tests hier avec cet événement-là à vide. En l'occurrence, il me ressort les données à vide. Donc, si je les veux pas, je peux faire ça. Après, il faudra voir comment ça se comporte. Bon, là, en l'occurrence, j'ai rien. Il faudra voir comment ça se comporte quand j'aurai de la donnée. Je pense avoir fait le tour complet, même si c'est très survolé en surface, de ce qu'on regarde pour suivre les performances sur cet aspect-là. Je n'ai pas parlé vraiment de l'interprétation en tant que telle. Ça, c'est un autre morceau du travail. C'est-à-dire que tout ce que j'ai présenté là, c'est plutôt de la partie data engineering. C'est vraiment comment on collecte les données et comment on paramètre ou on pré-paramètre les choses pour que le data analyst puisse faire son job. La partie interprétation, c'est plutôt du ressort du data analyst et c'est à lui de dire par rapport, alors déjà de définir en amont, voilà ce que je veux. Il doit donner ça au data engineer et le data engineer doit se démerder au niveau collecte, analyse, paramétrage de toute la stack des logiciels pour que le data analyst puisse avoir le dashboard avec les bonnes données fiables surtout. Et ensuite, derrière, l'interprétation, c'est du ressort du data analyst de se dire, ok, par rapport à telle campagne, par rapport à telle source, tel support, on a eu tel perf, on a eu tel problème. En général, les conclusions, c'est toujours les mêmes. C'est soit il n'y a rien qui performe, et dans ce cas, il y a inévitablement un problème au niveau de la performance, donc il faut aller creuser au niveau de Search Console, de Clarity, ou des outils comme SERanking qui donnent, par exemple, j'ai été déconnecté, qui donne une notion d'audit de performance du site web. C'est-à-dire que si ça se trouve, la campagne, elle est très bonne, mais on qualifie mal les personnes. C'est-à-dire qu'on envoie la chose aux mauvaises personnes, donc ils n'en ont rien à faire de ce qu'on leur propose. Soit le site web, le landing page, elle est complètement claquée, il n'y a rien qui marche, elle met 20 ans à charger, et dans ce cas, on a 100% de perte, ou quasiment. Donc ça, c'est la première interprétation possible, c'est que ça performe nulle part. Soit sinon, si ça performe qu'à certains endroits, il y a deux choix possibles. On se dit que on va mettre
le paquet sur ce qui marche, et on va délaisser petit à petit ce qui ne marche pas, c'est une mesure possible. Soit on se dit, ce qui marche, on n'y touche pas, et ce qui ne marche pas, on va essayer de comprendre pourquoi, et on va aller creuser. Mais avec un élément de contexte important, c'est que ça ne marche pas que pour certains segments. Ça ne marche pas tout court, ce qui est différent. Et du coup, on ne va pas forcément regarder cette histoire de performance de site web, on va peut-être se dire, si ça marche quand on est en Google Ads, et que ça ne marche pas quand on est en email direct, c'est peut-être un problème de qualification du prospect. Et dans ce cas, ou alors c'est peut-être qu'on n'a pas adapté les messages. Et dans ce cas, voilà, ça va nous guider sur les actions qu'il faudrait mener pour corriger ce qu'il y aurait éventuellement à corriger. Là-dedans, je n'ai pas parlé de toute la partie conversion en termes d'ads, mais ça se passe plutôt dans les dashboards de Google Ads, de mesurer notamment le coût par prospect. Ça, c'est l'étape. Alors, on peut à la fin réintégrer les données dans Analytics, mais c'est plutôt dans le dashboard de Google Ads qu'on va avoir ces données-là. Ça fait 1 heure pile, j'avais dit 20 minutes, j'ai explosé de 40 minutes, mais au moins le tour est complet. Et je vérifie que je n'ai rien oublié. Je pense que non, j'arrête la vidéo à 1 heure pile.